Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir pour ce webinaire. Nous avons la chance d'être accompagnés de Benjamin Moget et on va parler de la Chine et de ce qui pourrait se passer en 2025. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont déjà connectés, et avant que je laisse la parole à Benjamin pour qu'il se présente en quelques mots, est-ce que vous pouvez me confirmer à l'écrit dans la fenêtre questions que la présentation est bien visible et que vous nous entendez correctement? Ce sera l'occasion déjà de mettre en évidence la petite fenêtre avec laquelle vous pourrez nous poser des questions tout au long du webinaire. Donc, vous allez voir, c'est une petite bulle avec un point d'interrogation dessus. Voilà, vous pouvez nous confirmer à l'écrit que tout fonctionne. Eh bien, parfait, tout fonctionne. Eh bien, écoute, Benjamin, je te laisse la parole pour que tu puisses te présenter en quelques mots. Bonjour à tous, je suis ravi de revenir pour ce troisième épisode, la Chine, le driver pour le Bull Run 2025. Et là, je vais vous parler un petit peu de ce que je faisais avant. Et si vous voulez voir ce que je faisais aujourd'hui, regardez le précédent webinaire sur YouTube et mettez un petit like, ça me fera trop plaisir. Ce que je faisais avant, c'est que j'étais trader de pétrole et donc j'interagissais énormément avec la Chine. Et lors des deux précédents webinaires, je vous ai donné beaucoup d'outils pour que vous puissiez les réutiliser à la maison, mais je me suis dit aussi que c'est un petit peu dommage de ne pas vous donner des informations qui sont un petit peu exclusives aux professionnels parce qu'elles coûtent extrêmement cher à récupérer. Et donc, on va travailler sur ça, sur ce que je faisais avant, avec notamment le marché du pétrole, le marché de la Chine, et on en parle tout de suite après la présentation d'IG. Parfait. Alors, avant que je présente IG, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous mettre en lien le replay des deux webinaires de Benjamin, comme ça vous pourrez également les consulter. Oui, alors vous êtes nombreux à nous rejoindre en ce moment et c'est vrai qu'il y a pas mal d'opportunités sur les marchés, beaucoup de volatilité. Alors vous allez lire ici l'avertissement, je vous le lis pas, hein, je vous laisse simplement le lire vous-même. Simplement, Benjamin va être amené à faire une analyse du marché, c'est simplement son opinion, c'est absolument pas des conseils ou des recommandations. Également un petit mot sur IG, puisque nous avons la chance d'être présents depuis déjà plus de 50 ans à l'international et puis plus de 17 ans à Paris. Si tu peux afficher un petit peu la slide, Ouais. Benjamin. Voilà. Donc, par les temps qui courent, c'est extrêmement important d'être accompagné par un broker de qualité qui soit régulé en France, sur lequel vos fonds soient ségrégés. Donc, vraiment, choisissez avec minutie et avec IG, vous êtes bien entouré. On a un service client qui est ultra performant. Vous pouvez nous joindre au téléphone. Vous avez des interlocuteurs qui parlent français. Et par les temps qui courent, ça aussi, c'est extrêmement rare. Donc, profitez-en. Eh bien, on va entrer maintenant dans le vif du sujet. Je te laisse la parole, Benjamin. Et surtout, tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser des questions. C'est des sessions qui sont organisées en live avec des intervenants de qualité, justement, pour que vous puissiez faire part de vos interrogations. Donc, profitez-en. Merci beaucoup Maëva. Alors, notre programme du jour, on va commencer avec la géopolitique chinoise. Ensuite, on fera la Chine versus le reste du monde. Et surtout, on va travailler un petit peu ces données du calendrier économique que vous pouvez retrouver sur IG et comment les comprendre, comment les analyser. On va en profiter pour ça. Est-ce que la Chine peut relancer son économie? On va voir des pistes intéressantes. Et après, on ira voir peut-être les scénarios, les graphiques, parce que Bitcoin a dépassé les 100K. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de trouver des idées de trading. Alors, première chose, géopolitique chinoise. On va essayer de faire quelque chose de simple parce que c'est pas mon métier non plus, la géopolitique. Et en trading, c'est pas forcément notre spécialité, mais c'est histoire de placer des bases pour comprendre un petit peu ce qui se passe, sans pour autant être un expert de la géopolitique parce que c'est pas forcément si simple. Et je vous invite à regarder. Alors, il n'est pas encore sorti, mais si vous êtes en replay, sinon si vous êtes en attente, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'IG, puisqu'on a fait un super podcast avec toi, Maëva, et avec Alexandre Baradez, où on parle justement un petit peu plus de cette géopolitique. Et donc, je vous invite à le regarder. Il sortira d'ici 15 jours, un mois, et on parle de ces sujets. Alors, la Chine, c'est avant tout une économie de stockage où ils stockent un maximum de matières premières. Ils ont augmenté leur capacité de barils de 15% ces 3 dernières années. Il faut savoir que c'est très difficile d'augmenter ça parce que le marché du baril de pétrole, il est sous tension. Et depuis la crise du Covid, en fait, il y a eu une rupture mais immense sur les barils de pétrole à tel point
que du coup, pendant le Covid, on ne roulait pas avec nos voitures, on les utilisait très peu. Du coup, la consommation de pétrole mondial, elle avait énormément baissé. Si la consommation de pétrole mondial baisse, eh bien, le coût de transport du pétrole via les gros tankers, il tombe, il passe même en négatif puisque ça coûte de posséder un bateau. Et donc, du coup, les taux étaient négatifs. C'est-à-dire que prendre un bateau, on devait donner de l'argent avec, une partie, comme ça on se partageait entre armateur, celui qui possède le bateau, affréteur, celui qui loue le bateau, les frais de fonctionnement du bateau. Donc c'est normal, personne ne voulait utiliser les tankers, personne n'avait besoin de pétrole. Mais comme on a eu la production de pétrole qui a continué à augmenter et qu'il n'y avait pas de consommation, eh ben on n'avait plus de barils. Et là, c'était tellement de la folie que le prix des tankers a explosé, pas parce qu'on s'en servait, tout simplement pour stocker du pétrole. Et on a eu une bulle, en fait, où on a eu un marché qui passe en négatif et après qui explose par la suite. Et donc, depuis le Covid, on n'a toujours pas bien réussi à contrôler cette pénurie du baril de pétrole. Et donc, plus 15% en 3 ans, c'est déjà une belle performance. Ensuite, ils ont 51% et 65% des réserves mondiales de maïs et de blé. Donc ça, c'est hyper important. Ça va un petit peu moins nous intéresser, mais c'est un peu pour essayer de comprendre comment ils travaillent. Les réserves de gaz naturel, là, ils ont pu beaucoup augmenter x6 depuis 2020 parce qu'ils n'étaient pas très forts là-dessus. Et avec la guerre en Ukraine, eh bien, le gaz est devenu un petit peu plus une réserve stratégique parce que si vous regardez avant 2021, le prix du gaz, on est sur quelque chose de très bas qui descend petit à petit. On est autour de 3 dollars et on n'est plus du tout sur ces prix aujourd'hui. Donc, il y a eu un petit peu un rattrapage. Ils étaient déjà là-dessus, mais en termes de stockage de gaz, ils n'étaient pas très bons. Et il faut savoir que si la Chine n'importe rien du tout pendant 2 ou 3 ans, ils sont capables de fonctionner à plein régime. Donc, c'est un petit peu ce qu'on pourrait dire, je vais être un peu pessimiste, une économie de guerre en fait. Ils ont de quoi vraiment tenir et il n'y a quasiment aucun pays. La France, je crois qu'on tient entre 3 et 6 mois suivant les matières premières. 2 à 3 ans, c'est énorme en termes de stockage. Il n'y a vraiment aucun pays au monde qui a ces capacités. Ensuite, on a des tensions avec Taïwan. Ça, je ne vous l'apprends pas. Et si on prend du coup 2 citations, la première du Premier ministre taïwanais qui dit « Je maintiendrai aussi l'engagement de résister à l'annexion ou à l'empiètement de notre souveraineté ». Et à côté, on a la Chine avec Chen Binhua, qui est responsable du bureau chinois des affaires taïwanaises, qui vous dit « Les provocations de Lai », donc la personne que je vous ai citée juste avant, le Premier ministre, qui cherchent à obtenir entre guillemets l'indépendance, que je vous rappelle que la Chine ne reconnaît pas Taïwan, sont à l'origine de problèmes pour la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan et entraîneront un désastre pour le peuple de Taïwan. Donc il y a une grosse tension autour de ça, à tel point, si vous avez vu un petit peu mes derniers posts LinkedIn, je suis conseiller à l'Assemblée nationale et donc du coup, je vois un petit peu aussi ce qui se passe d'un point de vue sécurité. C'est de plus en plus chaud dans la mer de Chine où on a les bateaux, donc les gros croiseurs américains qui essayent de protéger Taïwan, qui se retrouvent du coup dans des eaux internationales chinoises. La Chine, qu'est-ce qu'elle fait pour contrecarrer ça? Parce qu'elle ne veut pas déclencher de guerre. En fait, elle fonce sur un croiseur américain et eux, ils sont obligés de les éviter. En fait, c'est en leur fonçant dessus qu'ils essaient de leur faire quitter les eaux territoriales chinoises. Donc, c'est vraiment chaud. On a ça aussi, donc grosse tension avec les États-Unis. Et on a attention, je vous ai mis un petit icône ici, un petit doodle, sur les puces électroniques, puisque Taïwan, c'est 70% de la production de puces électroniques. Donc, si Taïwan passe sous contrôle chinois et qu'il décide de faire un embargo sur les puces électroniques, il n'y a plus rien qui fonctionne. Les hôpitaux, tout ça, on n'est pas du tout en capacité de pouvoir tenir la cadence. C'est pour ça, heureusement, on a un Chip Act aux États-Unis, en Europe. On essaye de militer pour qu'il y en ait un en France, pour relancer en fait l'industrie des puces électroniques, parce que ça crée de vraies tensions géopolitiques. Parce que s'ils ont tout, derrière, on peut plus renouveler notre parc informatique. Alors, pour faire du trading, pour jouer aux jeux vidéo, peut-être pas si grave, mais pour tout ce qui est les affaires de santé et de l'armée, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est ça, il faut vraiment le prendre en compte quand on parle du marché chinois. C'est une donnée fondamentale. Et enfin, on a les plans quinquennaux chinois. Donc, tous les 5 ans, la Chine revient avec un grand plan. Donc, ils ont fait ça depuis le début de la République populaire de Chine. Et ils les ont intensifiés depuis 2001 avec les fameux, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, Le jour où la Chine s'éveillera, qui est sorti en 2003 et qui du coup explique que la Chine, en gros, va tout défoncer.
et je voulais vous montrer un petit peu ces plans pour voir un peu l'évolution qu'ils ont eu jusque-là et qu'est-ce qu'on peut en déduire pour le prochain plan. Donc, le tout premier, c'est simple, c'est industrialiser et urbaniser la Chine en devenant l'usine mondiale, puisque avant ça, pas très utilisé. Ensuite, on va développer toutes les infrastructures publiques, ça c'est en prévision des Jeux Olympiques, donc on va construire des ponts, tout ça. Et tout ça, ça va demander énormément de minerais de fer, qui est la plus grosse économie en Chine, c'est l'industrie de l'acier. C'est ça qui fait tourner le pays d'un point de vue communiste pour les emplois et d'un point de vue argent, puisqu'ils s'inondent le marché avec leur acier. En tout cas, jusqu'ici, parce qu'on va voir après que c'est un petit peu plus dur l'économie de l'acier. Ensuite, ils ont développé le nucléaire en deçà de la région, on va dire, que vous avez, qui est sur la côte est avec la mer de Chine. C'est très peu développé dans les terres, donc on a développé en rajoutant des transports, des grandes lignes de chemin de fer et aussi des centrales nucléaires dans le pays un petit peu plus reculé. Ensuite, ça c'est un peu plus proche, donc peut-être que vous le connaissez sûrement. On va étendre le parc immobilier moderne dans toute la Chine et c'est ce qui nous fait la prochaine crise, la crise du Covid qu'on a tous connue et la crise immobilière chinoise qui fait qu'aujourd'hui la Chine a du mal à se renouveler parce que comme on voit en gros, la Chine aujourd'hui globalement, tout le pays est plus ou moins équipé. Et donc, il n'y a plus besoin d'une énorme consommation d'acier, qui, je vous rappelle, est l'industrie qui fait tourner toute la Chine. S'il n'y a plus l'acier, ça ne tourne plus correctement. Et donc, le plan un petit peu que j'avais pour cette idée de 2026-2030, c'est que je mets une petite pièce là-dessus, et c'est ce qui pourrait redynamiser le marché, c'est que la Chine, déjà on a vu, il y a des tensions avec les États-Unis. Donald Trump vient d'être élu, ça va raviver ces tensions. Donald Trump est pro-crypto, peut-être que la Chine va se remettre à être pro-crypto, parce que sinon ils vont rater le coche, et ils vont se retrouver en deçà de l'économie mondiale d'un point de vue crypto, parce que je vous rappelle, en Chine, qu'est-ce qu'on a le droit de faire d'un point de vue crypto? On a le droit d'en posséder, mais on n'a pas le droit d'en acheter, on n'a pas le droit d'en vendre, et on n'a pas le droit d'en miner. Voilà. Alors après, il y a des gens qui trichent un petit peu. Sur le minage, c'est quasiment impossible de tricher, mais il y en a qui trichent un petit peu sur les achats et les reventes, mais globalement, c'est illégal et les sanctions sont extrêmement graves. Donc, comme l'industrie de l'acier est vraiment à la peine, je pense qu'il pourrait relancer l'industrie du minage, parce que je vous rappelle, le minage sert principalement aujourd'hui à stabiliser le réseau électrique. Si la Chine diminue sa production d'acier, ça va du coup laisser énormément de quantité d'énergie qui ne sera pas utilisée, parce que pour faire de l'acier, il faut faire monter les fourneaux à 3000 degrés, donc ça consomme l'électricité à plein gaz. Donc, le mining de Bitcoin pourrait être l'une des choses qui pourrait réindustrialiser la Chine en partie, c'est pas ça qui va tout faire, mais nous on est ici pour parler de crypto, et du coup c'est vraiment cette théorie que j'avais envie de vous partager. Pour l'instant, elle est très peu utilisée dans le monde de la crypto, il faut le reconnaître, mais voilà, ça peut être intéressant. Et on va passer du coup à notre prochain point, la Chine versus le reste du monde. Où en est la Chine d'un point de vue chiffre? Parce que là, je vous ai présenté un petit peu la géopolitique, mais regardons un petit peu le calendrier économique. Et c'était aussi une façon pour moi de vous le présenter. Mais avant ça, Maëva, est-ce qu'on a des questions, des interrogations, des commentaires? Non, non, T'es mute, mais pas de questions pour le moment. ok. Donc, ça, c'est des statistiques économiques qui drivent aujourd'hui le marché. Et j'avais envie de les partager avec vous, déjà pour analyser le marché chinois, mais aussi pour que vous puissiez bien les comprendre quand vous les trouvez sur le calendrier économique d'IG, pour pouvoir avoir des idées de trading. PIB, je suppose que vous connaissez, produit intérieur brut, c'est l'ensemble des richesses qui sont produites sur le territoire. Ça, c'est pas très compliqué. Et on voit que la Chine est leader devant. Alors, il faut surtout comparer ces trois zones. Je vous ai mis en plus la France et l'Allemagne à titre indicatif. Voilà. Mais ce qui nous intéressera le plus aujourd'hui, c'est de comparer la Chine par rapport aux USA, par rapport à la zone euro. Et aussi, bien que je ne sois pas pro-allemand, il faut quand même noter qu'en Allemagne, on est prévu d'être en négatif pour le PIB 2024 et en France, on est à 1,2. Mais il ne faut pas oublier que l'Allemagne a réduit sa dette de 40 points. Donc, eux, ils sont à 60% du PIB, quand nous, ça fait que grimper. Et donc, je préférais dans la situation de l'Allemagne avoir 0,3% de PIB en moins pour 40 points de dette en moins. Alors qu'en France, on a 1,2 pour 20 points de dette en plus. Donc,
ce PIB en France, il est financé par énormément de dettes. Donc attention, prudence avec la France et prudence avec l'Allemagne, qui en fait fait un score qui est plutôt bien au vu de sa situation de dette. Au niveau des États-Unis, bah pareil, c'est du 2,8 financé par énormément de dettes. En Chine, c'est du 4,6 qui va être financé principalement par l'industrie, mais de plus en plus de la dette, puisque la Chine commence à s'endetter de plus en plus, puisqu'ils ont plus de mal à régler tout ce qui est crise bancaire, crise économique, crise de l'énergie. PMI manufacturier, donc c'est l'ensemble des produits industriels qui vont être créés sur le pays. Et du coup, ce PMI, il va nous traduire un petit peu si l'activité économique industrielle, et après on va voir des services, elle est en croissance ou pas. Et du coup, comment le lire? La base, c'est 50. Si du coup on est à 50, ça veut dire que la situation industrielle n'a pas changé. Si je prends par exemple le mois de décembre, n'a pas changé entre décembre et novembre. Ok? Si on est au-dessus de 50, ça veut dire que la production industrielle s'est améliorée. Si on est en dessous de 50, ça veut dire qu'elle s'est détériorée, donc on a baissé sur la production industrielle. Ok? Parfois, vous allez voir, donc ici, tout est en négatif, donc ça veut dire que la production baisse. Vous allez avoir, par exemple, imaginons, on oublie que ça c'est PMI de service, on dit, bah tiens, on a la statistique, on attendait 45,7, on obtient 43,1. Ça veut dire qu'on pensait, tous les analystes pensaient qu'on allait baisser, mais on a baissé encore plus que prévu. Ok? On va inverser. Imaginons ici, on attendait 43,0 et au final, on a eu en réalisé 49,4. On a moins baissé que prévu, mais on a quand même baissé. Ok? Enfin, vraiment, ça c'est pour bien comprendre. Vous me direz si c'est clair dans les commentaires. Et donc PMI de service, on voit par contre, c'est les États-Unis qui lient tout avec la Chine qui est à 52. Et ça, c'est intéressant de voir que la Chine devient de plus en plus une économie de service qui ressemble du coup à nos économies et un petit peu moins manufacturier parce que forcément, ils vont être concurrencés de plus en plus par la Corée qui monte et surtout par l'Inde. Et on peut même dire encore maintenant l'Indonésie qui commence à bien pumper. Ils ont une énorme population. Hein. L'Indonésie, ils sont quasiment, je ne sais pas s'ils sont 1 milliard. C'est dans ces eaux-là, mais c'est vraiment un pays qui se dynamise de plus en plus, l'Indonésie. Donc la Chine, d'un point de vue manufacturier aujourd'hui, est moins compétitive et donc du coup se distingue par plus de services. Au niveau de l'inflation, donc ici on a 0,3, États-Unis 2,6, zone euro 2,3. J'ai envie de dire heureusement, alors je les ai exclus, hein, les chiffres rouges c'est juste pour les 3 premiers. Heureusement qu'on n'a pas une très grosse inflation quand on voit que notre production industrielle elle est pas bonne et que notre PIB il est pas bon. J'ai envie de dire c'est un moindre mal. Pareil pour la France et pareil pour l'Allemagne. C'est petit, mais parce que c'est très mauvais. Ensuite, cette inflation, en termes de chiffres de base, m'intéresse pas trop. Alors bien sûr, si ça explose, ça se monte à 5%, ça va m'intéresser. Mais moi, j'aime beaucoup faire la différence entre inflation et évolution des salaires. Alors là, je vous ai mis NA, puisque la France et l'Allemagne ne publient pas parce qu'ils le publient directement dans la zone euro, et la Chine ne le publie pas non plus. Aussi, je tiens à préciser que tous ces chiffres sont donnés par des organismes d'État qui parfois, déjà ces chiffres peuvent être révisés, donc là je vous ai donné les derniers chiffres, ils peuvent être révisés par la suite, et c'est qu'ils trichent un petit peu suivant les politiques. Donc il faut les prendre aussi avec prudence. Et donc moi j'aime bien regarder la différence, et si on voit d'un point de vue salaire, bah, c'est la zone euro qui s'en sort le mieux, puisque l'écart salaire-inflation est le plus important. Là où les États-Unis, d'un point de vue salaire, c'est un petit peu moins bien. Ok? Mais ils sont bien mieux partout. Donc ce qu'il faut noter pour les États-Unis, c'est qu'imaginons ici, on passe en inflation à 2,7 sur le mois prochain. Et ici, on passe à 2,4. L'impact de cette statistique de la hausse de l'inflation sur les États-Unis sera beaucoup plus puissant d'un point de vue négatif en ce moment que sur la zone euro, puisqu'on se rapprocherait dangereusement vers cette hausse de salaire qui est de 4%. Ok? Bien sûr, si là on augmente et qu'on se rapproche très vite des 4,5%, ce sera aussi dangereux. Mais du coup, les États-Unis sont plus sensibles à ça. Et inversement, si les salaires baissent, ça va impacter très fortement les cours. Et si les salaires montent, ça va aussi les impacter positivement. Alors quand je dis très fortement, sur le Dow Jones, on peut parler de 0,3 à 0,5%, pas beaucoup plus. Hein.
On est beaucoup moins impacté par ici, mais c'est des statistiques qui n'étaient pas regardées il y a quelques années. Vraiment, moi, quand j'ai commencé le trading en 2011, je peux vous dire que les chiffres d'inflation, mais on s'en foutait total, hein. Alors que depuis 2020, c'est limite peut-être la statistique la plus regardée. Aussi, des choses qui ont changé, c'est que PIB, avant 2021, c'était une statistique qui était très stable, c'est-à-dire que le chiffre qu'on allait donner était dans plus de 90% du temps le chiffre qui allait être réalisé. Donc les analystes, ils étaient très justes sur le PIB. Depuis 2021, ça change beaucoup. Et si vous regardez le calendrier économique, notamment sur les États-Unis, les chiffres de PIB sont révisés constamment, à la hausse, à la baisse. Donc il faut être vigilant là-dessus. Est-ce qu'on a des questions ou on est bon? Pas de questions pour le moment. N'hésitez pas, hein, s'il y a des points sur lesquels vous avez besoin de précision, d'explications, surtout n'hésitez pas. Ok, du coup on va passer à notre prochain slide et surtout comment relancer l'économie. Et là, on va aller un petit peu dans des statistiques que je vous ai obtenues grâce à Thomson Reuters, avec le nouveau nom, c'est Refinitiv. Donc là, c'est des données qui coûtent extrêmement cher. Il faut vous dire qu'un abonnement Reuters, c'est à peu près 15 000 euros par an, plus plein de petits abonnements à côté pour récupérer la donnée. OK? Et donc là, on a la chance, on peut vous les donner pour que vous puissiez les avoir gratuitement. Du coup, là, je voulais vous montrer un peu un indicateur du fret mondial, qui est la 5TC, sur les plus gros bateaux du monde. C'est sur ça que je travaillais avant. Il faut imaginer, donc on est sur du Capesize et 5TC, puisque c'est les 5 routes majeures du Capesize, les deux les plus importantes étant Brésil, Chine et Australie, Chine. Parce que c'est là où ils importent le plus de charbon et de minerais de fer. Australie, très gros producteur de charbon et de minerais de fer. Et Brésil, très gros producteur de minerais de fer. On peut rajouter un petit peu en route supplémentaire. On a une route Afrique du Sud-Chine sur du charbon. Et on a Seven Islands tout en haut avec le Canada vers la Chine. Et du coup, la dernière route, c'est la Chine qu'on appelle, c'est la route backhaul. C'est quand on fait Chine et qu'on revient en Europe. Parce que parfois, il y a des petits trades. Alors maintenant, ça marche beaucoup moins bien avec l'Ukraine, mais il y avait des petits trades à faire avec l'Ukraine. Mais c'est beaucoup plus exotique. Et donc, du coup, cet indicateur du fret mondial va nous donner un petit peu une sorte d'appétence sur la demande en minerai de fer, donc du coup pour faire de l'acier, donc ça nous intéresse beaucoup dans notre cas, et sur le thermal coal, puisqu'il y a deux types de charbon, qui est le thermal coal, donc le charbon pour faire de l'électricité, et le coking coal, c'est du charbon à coke, ce qui permet de faire de l'acier, puisque pour faire de l'acier, il vous faut du fer et du charbon, dont on extrait le carbone. On va renforcer le fer en charbon pour faire de l'acier. OK? Et donc, on voit que post-Covid, ça a bien explosé. Et d'ailleurs, ce chiffre, en fait, c'est en dollars par jour. C'est-à-dire, si je veux louer un bateau, qu'on est là, bah, c'est 20 000 dollars par jour. On voit que ça a bien explosé. C'est un marché très volatile, hein. Ça fait partie des marchés les plus volatiles. Donc, ça, c'est pour la petite anecdote rigolote. Si on exclut les taux, parce que si vous regardez les taux, c'est un peu n'importe quoi sur des maturités un petit peu bizarres. On peut avoir des plus 100% quasiment tous les jours. Dans les marchés les plus volatiles au monde, vous avez du coup ce que vous avez en face, le Capesize, la 5TC, le lait en poudre et l'électricité en Europe du Nord, puisque avec toutes les éoliennes qu'ils ont mis, ça passe souvent en négatif, en positif. Et quand on passe de quelque chose de positif à négatif, bah, ça peut nous faire plus que moins 100% sur une valeur. Et du coup, je ne sais pas si on passe de 1 centime à moins 1 centime et moins 200%. Donc ça, il y a énormément de volatilité et surtout, c'est un marché sur lequel on peut perdre plus. Parce que normalement, imaginons que vous achetez une action à 100 dollars, elle descend à zéro, bah, vous avez perdu vos 100 dollars. Si ça passe en négatif, bah, vous devez encore plus de l'argent. C'est pour ça que c'est un marché très particulier, l'électricité en Europe du Nord. Donc, pour en revenir à ça, on voit qu'on est quand même plutôt sur une tendance baissière, avec en 2024 très peu de pics. On n'a pas dépassé les 40 000 dollars. Et pour vous dire, quand on veut être rentable sur le marché du fret, quand on est armateur, donc on a construit des bateaux, on aime bien être au-dessus de 20-25 000 dollars. Quand on est en dessous, on perd de l'argent. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, on ne peut pas avoir des phases de fulgurance où on en gagne beaucoup. Mais voilà, c'est un marché un petit peu morose. Du coup, il y a un petit peu moins de tension. Du coup, ça veut dire que la demande en matières premières pour faire de l'acier et de l'énergie, elle est en berne. Parce que sinon, vous voyez, dès qu'ils en ont besoin, ça explose. Et comme le coût du fret, il est un petit peu marginal dans le coût des matières premières, en dollars par tonne,
la Chine n'hésite pas à payer très cher du fret parce qu'en fait, c'est marginal vraiment dans le coût d'achat de ces matières premières au global. OK? Ensuite, je vous ai fait alors une sorte d'estimation des marges théoriques qu'on a sur l'acier chinois. OK? Donc, on a du 62 et du 65%, ça va dépendre de la qualité. Et il faut savoir que quand on fait donc du rebar, il faut imaginer des barres d'acier, tout simplement. En dessous de 200 $, on n'est pas rentable. Et on voit que depuis le troisième trimestre 2023, on n'est plus du tout rentable. Et donc du coup, c'est ça qui coûte très cher à la Chine puisqu'elle continue en fait à faire du dumping, c'est-à-dire qu'elle vend à perte son acier pour ne pas perdre ses parts de marché et pour éviter que nous on le produise nous-mêmes en Europe ou qu'ils le produisent eux-mêmes aux États-Unis. Alors bien sûr, on produit de l'acier, mais ça va être de l'acier très haut de gamme en fait qu'on va produire, ce que fait ArcelorMittal en fait, qui est coté en bourse à Paris. Mais sur l'acier général, la Chine elle explose tout, elle envahit carrément le monde. Et ça, c'est un petit peu ce que les analystes pensent, qui ne voient pas, en tout cas, en 2025, le marché de l'acier repasser en positif. Et donc ça, ça nous interroge. On voit que la Chine est en difficulté. Est-ce qu'ils vont être capables de maintenir cette industrie de l'acier qui leur coûte très cher, mais en même temps qui leur permet, d'une, de maintenir le pays d'un point de vue électrique et aussi d'un point de vue social, parce que c'est énormément d'emplois l'industrie de l'acier. Énormément d'emplois. Et donc, s'ils réduisent ça, qu'est-ce que va faire le communisme chinois pour employer tous ces gens? C'est la question qu'on peut se poser. Aussi, on regarde que d'un point de vue énergie, là par contre, c'est complètement différent. Ils font que importer. C'est le fameux thermal coal dont je vous en parlais. Et ça, c'est des données qui nous sont offertes par Access Marine, qui est une sorte de plateforme d'analyse de tout ce qui va être les données maritimes. OK? Et donc ça, c'est les imports maritimes, parce que les imports par camion, c'est quasiment rien. En gros, ça importe un petit peu de la Mongolie, de charbon, mais c'est négligeable. On le verrait même pas sur le graphique si je vous rajoutais les imports. Et puis c'est un autre coût encore et de toute façon, j'ai même pas les contacts pour les récupérer. Donc, il faut vraiment se dire que c'est marginal et compter peut-être même pas 0,01% en plus. La partie blanche, du coup, c'est l'estimation, puisque 2024, l'année n'est pas finie. Et donc, en fait, on a repris que si ça continue sur cette dynamique 2024, on a rajouté un coefficient multiplicateur sur ce qu'on avait de 2023. Vous voyez que du coup, les imports de thermal coal, eux, sont en constante hausse. Donc, la Chine cherche à avoir des réserves stratégiques pour de l'énergie. Mais alors, pour faire quoi? Si on voit que l'acier, ça déconne de plus en plus et que en plus, la demande d'acier, elle continue de baisser. Peut-être, du coup, qu'on va arriver à notre dernière slide. Peut-être que ça va être pour relancer le minage de Bitcoin. En tout cas, c'est mon pari. On verra. C'est de toute façon le seul un petit peu driver que je vois pour vraiment redynamiser le marché crypto. Là, on va arriver, on est dans l'euphorie. On est à Bitcoin 100 000, on a tapé quasiment les 105 000 cette nuit. Et c'est principalement dû au fait qu'il y a de plus en plus d'États qui veulent acheter du Bitcoin pour le mettre dans leurs réserves. Mais ça, c'est quasiment déjà pricé. On va essayer de chercher d'autres opportunités qui peuvent nous dire est-ce qu'il va y avoir une hausse sur le cours de Bitcoin. Et donc, il faudra checker un petit peu tout ce que va dire la Chine sur les cryptos et notamment sur Bitcoin. Et là, j'avais envie de vous faire aussi un autre cours un petit peu théorique, c'est comment ça fonctionne le mining et comment on calcule les rentabilités. Du coup, je vous ai mis ici le hash rate. Le hash rate, en fait, c'est la puissance que va avoir une machine. Chaque machine a une puissance différente. Plus le hash rate est haut, plus la machine va faire de calculs par seconde et donc du coup va avoir de chances de trouver l'une des bonnes réponses à l'algorithme de Bitcoin. Je vous rappelle, Bitcoin, comment ça fonctionne quand on effectue des transactions? Eh bien, ces transactions, on va devoir dépenser de l'énergie pour prouver que ces transactions sont réelles et donc que tout le monde avait bien l'argent qu'il dépense. Pour ce faire, on fait tourner des machines comme vous les voyez ici. On dépense de l'électricité et c'est cette preuve de dépense d'électricité qui prouve qu'on n'a pas
tricher dans le réseau, puisque si j'envoie un bloc qui est faux, les validateurs vont regarder et vont dire bah tu n'as pas la bonne réponse et j'aurais dépensé de l'électricité pour rien. Puisque le truc de Bitcoin, c'est que c'est très difficile de trouver la bonne réponse. En revanche, c'est très facile de voir si la bonne réponse est juste. En gros, imaginez un produit à trous, 2 plus x égale 2. Le x, ça va être très difficile de le trouver. OK? Dans ce cas-là, c'est 0 puisque c'est 0 qu'on cherche comme Bitcoin comme réponse. Dans l'algorithme, c'est en fait un nombre de zéros qu'on va voir peut-être après sur la difficulté. En revanche, c'est très facile pour un ordinateur de faire 2 plus 0 égale 2. OK? C'est vraiment, j'espère que c'est assez clair parce que ça l'est peut-être pas, peut-être que j'ai été un peu confus, mais n'hésitez pas et je peux vous le réexpliquer. Du coup, on a la puissance ici. Ici, on a le power, donc en watts, combien la machine consomme. Ici, je vous ai mis le coût en kilowattheure de l'électricité en Chine, sachant que je vous ai pris des coûts, alors c'est des coûts industriels, mais ce ne sont pas des coûts négociés. Bien sûr que quand on fait du mining, on a des coûts négociés puisqu'on va se brancher directement à la centrale. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir le transport de cette électricité. Là, il y a un coût de transport qui est inclus, et comme le marché chinois est un marché extrêmement opaque, je ne suis pas en capacité de vous dire qu'est-ce qu'il y aura comme discount dessus, mais voilà, prenez en compte que c'est un chiffre un petit peu élevé. Ensuite, là, vous avez le block reward, c'est ce que l'algorithme Bitcoin va m'offrir quand je réussis à résoudre la fameuse équation. Je vais donc toucher 325 bitcoins, donc 3,125, plus les frais de transaction, ce qui fait en moyenne, là vous voyez j'ai pris une moyenne sur 7 jours, c'est ce que me propose le petit calculateur, un petit peu plus que 3,125. Les fees, ça va être les fees de la pool. En gros, donc quand je mine, même les plus gros mineurs du monde, ils minent pas tout seuls. Ils s'agglutinent en groupe et du coup, on va être rémunéré en fonction de notre pourcentage de puissance de calcul. Imaginons que j'ai 30% de la puissance de calcul de cette pool, je vais donc récupérer 30% des gains. Et on remarque que plus on est gros, plus c'est rentable. Donc c'est pour ça que même les sociétés qui sont cotées au Nasdaq, parce qu'il y a plein de sociétés de mining qui sont cotées au Nasdaq, on pourra peut-être les voir lors d'un prochain webinaire, ça pourrait être intéressant parce que on devrait très certainement pouvoir les trouver sur IG en trading, comme je vous avais présenté MicroStrategy, et comme il y a aussi Coinbase. Et c'est des actions qui suivent de manière exponentielle le prix du Bitcoin, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc c'est les fils de la poule. C'est combien ça nous facture pour être en groupe et faire tourner un petit peu la machine. Hardware cost, cette machine que je vous ai présentée, elle a un coût, c'est 19 000 $. Pareil, ce coût, il est à revoir un petit peu à la baisse puisque ça, j'ai eu un coût mondial. Or, le prix des machines dépend d'où elles sont. Et comme elles sont toutes fabriquées en Chine, à 99,999%, parce que je vois même pas un producteur qui produit hors de la Chine des machines de Bitcoin, mais on va laisser le bénéfice du doute qu'il y en a peut-être. Il n'y aura pas aussi les frais de livraison qui sont inclus dans ce coût. Donc, ce sera sensiblement différent. C'est beaucoup plus simple de faire une livraison interne. La difficulté, en fait, c'est plusieurs paramètres qui vont déterminer si c'est difficile ou pas de trouver l'une des prochaines bonnes réponses, parce qu'il y a une infinité de bonnes réponses, et je vais vous l'expliquer pourquoi. Comment on détermine la difficulté sur Bitcoin? Il y a 3 paramètres. C'est tout d'abord le nombre de mineurs, donc le nombre de machines qui sont connectées au réseau. Plus il y a de machines, plus c'est difficile, et du coup plus c'est décentralisé. Deuxième chose, c'est le nombre de transactions qui sont faites sur la chaîne. Plus il y a de transactions, plus le bloc va être difficile. OK? Et donc cette difficulté va nous déterminer, alors vous ne voyez pas, et ça faut un autre convertisseur, un nombre de zéros qu'on doit trouver. Et donc comment ça se passe? En ce moment, oui c'est ça, c'est 14 zéros. Je dois trouver, en gros mon algorithme doit fournir à Bitcoin un nombre de zéros. Me demandez pas comment ça fonctionne, pour le coup j'ai jamais regardé comment fonctionne entre guillemets l'algorithme, mais c'est une énigme mathématique aléatoire et la réponse dépend de la difficulté. Et donc les machines elles tournent,
Et quand on a trouvé suffisamment de réseaux, ça veut dire qu'on a répondu à la difficulté de l'algorithme et on va pouvoir publier le bloc. Mais du coup, il faut imaginer qu'on envoie une réponse avec 14 zéros et après plein de chiffres aléatoires. OK? Et ça, c'est encore une fois pour la petite anecdote parce que je vois qu'on a du temps. Plus j'ai de zéros, plus donc j'ai de difficultés et plus je peux ce qu'on appelle écraser les autres. Imaginons que moi je mine mon Bitcoin, c'est bien sûr tout est fait en automatique, mais c'est pour l'exemple. Hein. Je trouve 14 zéros. Je publie donc mon bloc à la blockchain et la blockchain met 2 heures pour le valider complètement. Ok? Maeva aussi mine du Bitcoin et elle a eu juste plus de chance que moi. Au lieu de trouver 14 zéros, elle en a trouvé 15. Et ça, c'est purement de la chance. Alors bien sûr, plus on a de machines, plus on a de chances de trouver une grande difficulté. Eh bien, elle va publier son bloc et la blockchain, qu'est-ce qu'elle va regarder? Bah moi, j'ai une difficulté de 14 zéros. La réponse est bonne. Pas de problème, je n'ai pas triché. Mais Maeva a une difficulté de 15 zéros. Donc du coup, elle va écraser mon bloc, sous réserve qu'elle a envoyé son bloc dans les 2 heures. Et donc du coup, c'est sa chaîne qui va prendre le devant. Puisqu'il faut imaginer qu'en fait, la blockchain, ce n'est pas une blockchain, c'est plusieurs. C'est une chaîne qui est, on va dire, toute droite, comme ça, avec la suite de blocs que je vous ai déjà expliqué dans les précédents webinaires, plus en moyenne 5 chaînes qui coexistent et qui correspondent aux différents mineurs qui essayent de publier leurs blocs, mais c'est toujours celui qui aura le plus de zéros qui va l'emporter sur les autres. Voilà comment ça fonctionne. Ensuite, bah là, c'est la valeur de Bitcoin. Et donc, du coup, on envoie le petit calculateur et ça va nous donner une espérance de gain. Et là, je vous ai entouré, du coup, l'espérance de gain par mois. Et donc, on peut estimer, puisque ça va dépendre à chaque fois de ces paramètres qui vont changer. La difficulté va changer, les fees vont peut-être un peu changer, enfin les fees inclus dans le block reward vont changer. Ça change pas, ça change pas, ça change pas. L'électricité en général, on a un contrat, ça change pas. Le prix de la machine, on l'a déjà acheté. Et le prix du Bitcoin, ça change. Et donc, on peut estimer qu'en Chine, on aurait une rentabilité théorique de 60 à 80% annuelle si on fait du mining. Donc, c'est hyper intéressant, sachant que tout est automatique. Pas l'oublier. Une fois qu'on a lancé ces machines, entre guillemets, il n'y a plus rien à faire. Alors, s'il y a un peu de maintenance, il y a un peu de nettoyage, parce que s'il y a trop de poussière, vos machines, elles sont mortes. Mais c'est quasiment un rendement passif. Et donc, on rentre dans cette catégorie de pays où c'est faisable. Parce que si vous allez en France et vous payez du coup 14 centimes votre kilowattheure, bah, la rentabilité, elle n'est pas assez bonne pour en faire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de mining en France, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe un petit peu sur les graphiques et qu'on regarde les dernières avancées de Bitcoin? Écoute, pas de questions pour le moment, Benjamin, donc on peut tout à fait passer au graphique. Alors, si Maëva, tu peux animer un petit peu, j'en profite pour me connecter sur mon compte IG pour que tu puisses présenter les différents réseaux et autres contenus qu'on peut avoir avec IG. Parfait. Eh ben vas-y, je te laisse les afficher. Vous allez voir, c'est des QR codes, hein. Donc très simple, il vous suffit de les scanner avec, votre smartphone. Alors, au niveau des idées de trading, ça vraiment, je vous recommande parce que ce sont des idées de trading qui sont conçues par des experts. On a, Day by Day, DT Expert avec des scénarios vraiment clés en main et à chaque fois une analyse très précise avec un objectif, un niveau d'invalidation et ça, vous en profitez gratuitement. Ça a un coût extrêmement important, hein. Donc vraiment, profitez-en. Également, pour ceux d'entre vous qui aiment bien suivre toutes les émissions d'Alexandre, mais en podcast, hein, je sais que vous êtes nombreux à écouter dans les transports, en voiture ou même sous la douche, hein, pourquoi pas, pour vous tenir informé de ce qui se passe sur les marchés financiers. Eh bien, vous aurez également accès au podcast et puis également les guides de trading qui sont très utiles, notamment quand on débute. Et puis les réseaux sociaux, la chaîne YouTube, bien sûr. On en parlait avec Benjamin. Vous allez retrouver énormément d'actualités. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder, hein, je vous ai envoyé les liens. Donc, c'est l'icône juste à gauche, l'icône avec les 2 bulles sur votre outil GoToWebinar. Vous allez voir que je vous ai mis les liens des 2 vidéos précédentes de Benjamin. Comme ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement de la blockchain, notamment, et puis également les scénarios pour investir en crypto-monnaie sur
2025, ça peut vous donner quelques idées ou en tout cas quelques éléments à surveiller. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis vous avez également l'adresse de la chaîne YouTube IG France. Merci beaucoup. Alors, je vous demande une petite seconde, le temps que je vous enlève le partage et qu'on switch. Ça charge un petit peu. Voilà, sur la plateforme de trading IG. Eh bien, parfait. J'en profite pour vous parler des produits disponibles sur les crypto-monnaies. Voilà, donc Benjamin là se rend sur son compte CFD. L'avantage des crypto-monnaies, c'est que chez IG, vous allez pouvoir le trader au travers des CFD, au travers et également au travers des turbos. Sachez en plus que sur les barrières, vous avez la possibilité de choisir votre effet de levier. Donc, ça peut être très intéressant quand vous identifiez une opportunité de marché et qu'en plus, les spreads sur l'Ether et le Bitcoin ont été divisés de moitié. Donc, vraiment, de belles opportunités en plus avec ce qui se passe en ce moment sur le marché. N'hésitez pas à regarder. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Bitcoin? Là, on va faire un petit point un petit peu culture Web3 et, et point marché, tout simplement. On voit que Bitcoin s'est bien envolé, mais qu'on a eu pas mal de baisses ces derniers jours, notamment une assez forte sur la Corée qui a lancé la loi martiale. Et on en parlait, donc vous le verrez un petit peu, c'est pour faire un peu le lien avec le podcast qu'on a fait avec Alexandre. J'expliquais que quand on a des tensions géopolitiques, Bitcoin peut être affecté. Si on est dans un pays qui n'utilise pas les cryptos, des tensions géopolitiques nouvelles vont avoir tendance à apprécier le cours des cryptos, faire apprécier le cours des cryptos, parce que les utilisateurs vont avoir envie d'acheter Bitcoin pour se détacher de leur gouvernement ou des tensions géopolitiques. En revanche, quand vous avez des tensions géopolitiques sur un pays qui est déjà pro-crypto comme la Corée vraiment fait partie des 5 pays qui achètent le plus des cryptos. Et c'est un indicateur important, c'est de regarder si, en général, des wallets coréens, donc ça comment on les traque, on regarde s'ils travaillent avec des exchanges coréens, tout simplement. Si on, comme tout est public dans la blockchain, si je vois une adresse, ce qu'on appelle une baleine, donc de quelqu'un qui a énormément de Bitcoin, qui interagit avec un exchange coréen, il y a très grande chance qu'il soit coréen. Moi, par exemple, j'ai ouvert dans beaucoup d'exchanges, jamais ouvert dans un exchange coréen. Je crois que c'est Upbit le nom, je ne saurais même pas vous en citer, parce que c'est vraiment, ils ont leur marché à eux, c'est très différent. Eh bien, les tensions géopolitiques vont avoir tendance à affecter fortement le marché. Et comme on le voit ici, ça a beaucoup baissé lorsqu'il y a eu la loi martiale. Au final, les tensions se sont un petit peu atténuées, on a un petit peu vu ce qui se passait. Apaisement des tensions, qu'est-ce qu'on enchaîne derrière? Eh bien, les Coréens se sont mis à acheter en masse des cryptos parce qu'ils ont eu peur qu'il y ait une dévaluation du won si jamais la crise géopolitique s'intensifie. Et en plus, ils se sont dit, bah, on préfère se détacher de notre gouvernement et acheter du Bitcoin. Et c'est ça qui a fait cette hausse-là. Tout ça, c'est, alors pas que, mais c'est principalement les Coréens qui achètent de plus en plus de Bitcoin. Voilà, bien noté sur les tensions géopolitiques, pour revenir un petit peu à ce qu'on avait avec la Chine. Le pays n'est pas très pro-crypto, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme pays qui est pas très pro-crypto. Bah, la Chine, par exemple. Comme c'est très difficile d'en avoir, les Chinois qui en ont le plus, en fait, c'est des Chinois qui vivent pas en Chine. S'il y a des tensions géopolitiques plus importantes en Chine, ça n'aura pas d'impact direct sur Bitcoin parce que les gens n'ont pas. Par contre, si elle s'intensifie très fortement, peut-être que ça va inciter les utilisateurs à acheter du Bitcoin pour se désengager du yuan et du gouvernement. Ok. Inversement, on va dire que la Chine a déjà fait, bah, on peut parler de cet épisode, quand ils ont banni le mining, le Bitcoin a perdu 30% en quelques secondes. Parce que c'était un événement très très important. Déjà, tout le monde avait peur de se faire saisir les machines et qu'on les retrouve plus. Alors, il y en a qui se sont fait saisir, mais la plupart, ils ont pu les renvoyer, notamment vers le Kazakhstan, qui est pas si loin. Et le Kazakhstan, qui a beaucoup de charbon et que du coup, c'est pas très cher de miner au Kazakhstan, bien que ce soit pas du tout écologique.
C'est l'une des seules places d'ailleurs qui est pas totalement écologique, mais ça a eu un énorme impact. Et je pense qu'on peut avoir cet impact même de manière décuplée si la Chine réautorise les cryptos et relance le mining. Ce serait bien qu'on soit sur des valorisations très importantes. Ce ne serait pas invraisemblable que sur les 6 mois à venir, on ait un petit plus 30%, et je vais inclure que comme il y aura du délit d'initié, il y en a qui seront courants, et on aura nous aussi peut-être des petits indices, je vous en parlerai dans les webinaires qu'on fait ensemble, 30% qui sera déjà pricé. Donc, je pense qu'on peut avoir un bon 160%. Ouais, vraiment, si on part sur ces prix-là, ce serait pas délirant que Bitcoin retourne vers les, enfin retourne, n'y jamais allé, vers les 160 000 $. Franchement, ce serait possible si la Chine s'y met. Et il y a quelques indicateurs, en tout cas, qui vont dans ce sens, je trouve. Maëva, est-ce qu'on a des questions par rapport à ça ou des réactions? Non, pas de question. On va revenir aussi sur le cas de MicroStrategy. Alors ça, vous n'avez pas eu de chance parce que j'en ai parlé juste il y a pas si longtemps. Et comme vous voyez, je vous en ai parlé quasi au top. On a eu une énorme baisse sur le cours de MicroStrategy. Pourquoi? C'est pour ça qu'il faut toujours un petit peu suivre l'actualité. MicroStrategy, comme je vous l'ai expliqué dans le précédent webinaire, et je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas vu, sur nos 3 scénarios pour investir dans la crypto, émet des bonds pour pouvoir acheter du Bitcoin. Le business model est assez simple. Or, ces bonds, ils sont convertibles en actions et ils émettent des nouvelles actions. Ils ne font pas de rachat d'actions pour ça. En émettant de nouvelles actions, eh bien, il s'est trouvé que son fondateur, Michael Saylor, n'a plus plus de 51% de MicroStrategy. Or, lui, on connaît, il est ultra pro-crypto, il est très investi, il dit qu'il ne vendra jamais ses bitcoins, mais avec cette dilution qu'on a, donc le fait qu'il y ait plus d'actions, il se retrouve à 49% de la société. Si l'ensemble des autres actionnaires s'accordent pour dire ce serait bien de réaliser une plus-value parce que ça fait 4 ans qu'on achète du Bitcoin, donc je vous remets le graphique ici, on va aller en journalier, depuis 4 ans, voilà. Il faut même aller un petit peu plus loin. Ah, mais peut-être qu'on n'a pas assez d'historique. Je regarde avec ça. Ah, c'est juste, ok. J'arrive, on va mettre en semaine. Voilà, depuis 4 ans, sachant qu'ils en achètent à chaque fois, je vous ai mis aussi, tous leurs prix d'achat sont publics puisque c'est une société cotée en bourse aux États-Unis, donc ils sont obligés de tout donner dans leur rapport annuel. Dans le précédent webinaire, je vous avais mis tous les points où ils avaient acheté. Ils ont acheté en haut, mais ils ont aussi acheté en bas. Donc, il y a une énorme plus-value sur leur stock de Bitcoin et ils font partie des 10 plus gros acteurs qui ont le plus de Bitcoin au monde. C'est pour ça que l'action s'est envolée. Mais à un moment, il faudra bien réaliser ses profits. Et si il continue à dévaluer, à diluer, son nombre d'actions, du coup, il sera de moins en moins majoritaire et il y a de plus en plus de chances qu'ils vendent leur Bitcoin. Et si MicroStrategy commence à vendre leur Bitcoin, ça va commencer à, pour le coup, frapper sévère sur le cours du Bitcoin. Vraiment, ça va faire très mal. On pourrait retourner aisément vers les 60 000. Et il ne faut pas être, parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages sur LinkedIn par rapport à ça, et je vous remercie beaucoup que vous appréciez ce contenu. Prenez de la prudence. C'est pas parce que ça s'envole que ça ne va pas revenir sur des niveaux de 60 ou 30 000. Alors peut-être que 30 000, j'abuse un peu, mais un petit pullback technique là, sur la zone, allez, on va dire 75, 50 peut-être un peu bas, parce que ça c'était juste avant Trump, il y avait des tensions que Kamala passait, comme était moins pro-crypto. On l'a vu aussi ensemble. C'est peut-être une exagération, mais entre 55 et 75, je trouve que c'est pas déconnant. Alors bien sûr, on va peut-être passer par 160 000 avant, mais du coup, je vous invite vraiment à investir avec prudence si vous êtes sur du long terme avec Bitcoin, parce que ça reste un actif très volatile et c'est pas parce que tout le monde se chauffe sur Bitcoin en ce moment que l'asset va monter jusqu'au ciel. Je prends le pari devant vous que Bitcoin n'ira pas toucher les grosses targets qu'on a, c'est 600 000 et 1 million avant d'être repassé dans cette zone de 65 à 75 000. Ok? Donc, n'allez pas mettre toutes vos économies
pour acheter du Bitcoin à 100 000. Je pense que ça me paraît pas raisonnable et vous êtes énormément à me poser cette question sur les réseaux. Donc vraiment, prudence, calme, achetez doucement et vous aurez d'autres opportunités. Et voilà, je crois qu'on est plutôt bon pour notre petite review pour ce soir. Eh ben parfait. Merci beaucoup, Benjamin. Dès demain, vous retrouverez ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube. Vous l'aurez également sur IG Academy. Et puis, on aura rendez-vous dès le début du mois de janvier avec Benjamin, pour parler des prévisions et des opportunités qu'il pourrait y avoir en 2025. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès à présent. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur YouTube, nous poser des questions. Je vous rappelle que vous pouvez nous contacter au 01 70 98 18 18 et puis également nous envoyer des emails à info.fr@ig.com. Merci à tous et bon trading. Merci, à bientôt.